Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vais vous parler de l'incroyable Geoff Darrow. Alors pour parler de Geoff Darrow, il faudrait vraiment des heures et c'est un petit peu compliqué en fait aujourd'hui de vous parler de cet artiste parce que il y a énormément de choses à dire parce que chacune de ses œuvres, c'est une véritable exploration. On peut passer des heures sur une planche à regarder effectivement tous les détails, mais surtout tout l'univers que Darrow crée, qu'on peut explorer aussi son sens de l'humour qui peut être visuel ou dans les dialogues ou dans les situations. Il y a vraiment une richesse assez incroyable qui va au-delà justement de sa capacité extraordinaire à représenter tout un tas de détails, je vais y revenir. Et je trouve en plus que c'est un artiste finalement où justement ce talent et cette qualité pour nous livrer des planches ultra détaillées masque un petit peu tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres qualités que moi j'apprécie particulièrement dans son travail. Et je me suis dit qu'il fallait faire ça en deux vidéos, au risque de partir sur des vidéos très longues, ce qui est déjà un peu le cas de mes vidéos en règle générale. Donc là, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par parler un petit peu du comment j'ai découvert Geoff Darrow, principalement avec Hardboiled et aussi avec son travail sur Matrix, je vais y revenir. Et puis je vais faire une seconde vidéo dans la foulée sur Shaolin Cowboy, qui est aussi une œuvre extrêmement intéressante et assez passionnante, notamment en termes d'humour. Et puis je ferai sans doute aussi une troisième petite vidéo complémentaire, non pas sur Geoff Darrow, mais sur deux artistes qui je trouve, sont un petit peu dans la même lignée. C'est-à-dire que si vous aimez le travail de Geoff Darrow, vous pouvez peut-être aimer aussi le travail de ces deux artistes. Donc voilà, donc ce sera pour une troisième vidéo. Si j'ai le temps, je la fais dans la foulée, sinon ce sera un petit peu plus tard. Donc on va commencer par le début, j'ai envie de dire, par Hardboiled. On va mettre de côté Shaolin Cowboy que je vous présenterai après. Hardboiled et Matrix. Alors, Hardboiled, en fait, c'est donc on est au début des années 90, voire 1990, si je me souviens bien. C'est pour moi un des premiers travaux que j'ai repéré de Geoff Darrow. Il avait bossé par ailleurs dans d'autres choses. Il avait fait de l'animation, si je me souviens bien. Il avait fait quelques covers, des illustrations. Et apparemment, c'est en rencontrant Moebius qu'il a travaillé avec Moebius notamment. Et en Europe, déjà à Paris, parce que je crois qu'aujourd'hui, il vit toujours à Paris, mais il a beaucoup voyagé entre la France et les États-Unis. Et puis, Moebius lui a fait apparemment rencontrer Frank Miller, et ils ont travaillé donc pour Dark Horse sur cette mini-série Hardboiled. Alors Hardboiled, c'est sorti, donc ça c'est l'édition américaine que j'avais achetée à l'époque. Et on va voir d'ailleurs une différence assez notable. Ça va être un peu compliqué de feuilleter Hardboiled parce que j'ai essayé de sélectionner des pages parce qu'il y a quand même pas mal d'érotisme, voire de scènes sexuelles explicites. Sans parler de l'ultra-violence évidemment, mais pour pas me faire striker par YouTube, je vais essayer d'éviter quand même de tomber sur des pages un petit peu trop graveleuses. Pour résumer un petit peu Hardboiled, c'est assez intéressant et c'est assez foutraque comme histoire. C'est vraiment une histoire sur une espèce de quête un peu identitaire d'un personnage en apparence très banal, qui serait un collecteur d'impôts ultra violent dans un monde très cyberpunk, futuriste, totalement décadent, crado, etc. etc. Et on va voir en fait au fur et à mesure de cette aventure ultra violente et cette exploration de cet univers-là, les questions existentielles et la vie compliquée que vit cette personne. Donc déjà un petit truc un peu significatif, j'ai enlevé ça pour l'instant. Les deux éditions, déjà, en fait, l'édition américaine était déjà dans un grand format. Si on la compare avec un comic standard, on voit qu'elle était déjà dans une taille un petit peu plus grande. Mais clairement, l'édition de Futuropolis est assez exceptionnelle. Déjà, la couverture, moi, je la trouve vraiment très très belle. La colorisation aussi, on va voir, est totalement différente, parce que là, elle est de Deb Stewart, et ici, à l'époque, elle était de Claude Legris, ici. Rien à voir, vous allez voir dans les deux. Je vais essayer de comparer 2-3 pages. Donc, clairement, pour moi, Geoff Darrow, c'est à ce format qu'il faut l'apprécier. J'ai d'ailleurs commencé à racheter
Shaolin Cowboy dans les éditions de Futuropolis. Déjà, je vais y revenir dans la deuxième vidéo, la traduction, elle est vraiment top, au niveau de l'humour notamment. Et puis en plus, parce que clairement, c'est un format parfait pour apprécier le travail de Darrow, même si, et on va le voir ici, c'est encore un petit peu différent. Même si on trouve beaucoup de prémices, je trouve, de Shaolin Cowboy, on est dans un équilibre et dans une façon d'aborder l'œuvre graphiquement encore un petit peu, j'allais dire, en construction. Donc, on va attaquer direct avec l'édition de Futuropolis et quelques pages pour commencer déjà à parler de ce que moi j'aime dans le travail de Geoff Darrow. Si je peux, j'essaierai de zoomer un petit peu dans quelques pages, c'est quand ça devient un peu détaillé. Déjà, en fait, alors, il y a ce qui est intéressant aussi dans cet album, c'est qu'on voit déjà que Geoff Darrow a vraiment plusieurs façons de découper ses planches. Il peut passer de planches extrêmement détaillées, en termes de nombre de cases, j'entends, avec plein de petites cases, etc. Et puis aussi des splash. Alors, on a des doubles splash pages connus, puis aussi, dans cette histoire-là, on a beaucoup de splash pages, en fait, vraiment narratives, qui sont comme des cases géantes. Ce qui est intéressant, c'est que on voit à ce niveau-là, donc on est dans les années 90, que l'équilibre entre ce que l'on connaît aujourd'hui de l'ultra détail du style de Geoff Darrow et finalement un style un petit peu plus épuré, ligne claire, qui aussi cohabite toujours dans l'œuvre, je trouve, de l'artiste. Cet équilibre-là, en fait, je vais pas dire qu'il est moins bon, loin de là, parce que la qualité déjà ici est exceptionnelle, mais il saute un petit peu plus aux yeux le fait que certaines planches vont être vraiment très très détaillées, comme on le voit ici au niveau des plis des vêtements, etc. Et d'autres, à l'inverse, vont être un petit peu plus épurées. En tout cas, a priori, paraissent moins chargées. Et puis, il y a aussi un côté un peu cartoon dans le dessin de Geoff Darrow, mais qui va rester présent, parce qu'en fait, on pourra avoir l'impression que c'est un dessinateur qui fait que du réalisme, du fait qu'il représente absolument tout, que ce soit ici les canettes, les armes, avec un degré de précision chirurgicale. Et en même temps, je trouve qu'il y a une dimension un peu cartoon dans son dessin, mais qui est bienvenue en fait, parce que justement, ça ne fiche pas du tout ces personnages et ça apporte beaucoup de dynamisme, mais j'y reviendrai. Et là, on le voit par exemple au visage de ce personnage féminin Android, et cette cohabitation effectivement entre le héros principal très bien représenté et déjà ce style-là. Mais là, on voit effectivement ici que le niveau de détail n'est pas du tout le même. Les murs ici ne sont pas texturés, alors qu'à l'inverse, il y a énormément de détails sur le corps de l'Android. Et en fait, cet équilibre-là, on va le retrouver à plusieurs reprises. Évidemment, on retrouve dès le départ, et c'est ce qui m'avait déjà frappé à l'époque, ce haut niveau de détail dans la description des scènes que fait Geoff Darrow. Ça, j'allais dire, c'est un peu une page classique de Geoff Darrow. On en a plein dans toute son œuvre, des doubles splash pages comme ça, magnifiques, gorgés de vie, de détails, etc. On les pose, on se pose, on les regarde dans un détail, depuis la rouille sur les escaliers, le nombre de douilles qui sont éjectées, les détails du moteur ici, et puis toutes les postures des personnages, parce que ça aussi c'est un autre truc dans lequel il excelle, c'est que vous avez jamais deux fois la même pose. Il est vraiment excellent dans le fait de représenter des scènes de foule délirantes. Et si vous prenez le temps de regarder chacun des personnages, vous ne retrouverez jamais deux personnages qui ont la même pose, ni même deux mêmes designs. Donc, bon, même si là on a du costard-cravate, mais à chaque fois les visages sont différents. Il y a toujours des tas de petits détails, et dans Shaolin Cowboy, ça va encore plus loin. Donc ça reste toujours passionnant de se dire qu'on ouvre un comics et on va pouvoir passer du temps à regarder vraiment chacun des détails que l'artiste a pu retranscrire. Mais surtout, ce que je trouve passionnant, c'est que ces planches, elles racontent plein de choses. Ce n'est pas seulement le fait de faire des détails pour des détails, et ça pour moi, ça c'est déjà une des plus grandes forces de Geoff Darrow, c'est que bien souvent on le résume à ça. On le résume à le gars qui va dessiner effectivement toute la gouttière, qui va dessiner le moindre boulon, etc. Mais pour moi, c'est pas ça l'essence en fait. L'essence de ce travail-là, c'est le fait qu'il raconte plein de choses sur l'univers que vous êtes en train de découvrir, sur l'univers qui vous présente. Tous ces détails-là, en fait, racontent quelque chose. Quand on prend le temps de regarder un petit peu, c'est assez fascinant.
ce que ça nous apprend. Ça nous apprend des choses sur l'univers, sur le niveau technologique, sur le quotidien des gens qui habitent dans cet univers-là, mais aussi sur un ensemble d'actions qui se sont passées avant, ou pendant ce qu'on est en train de regarder. Par exemple, dans cette scène-là, on a plusieurs choses. On a cette voiture qui est en train de mitrailler notre protagoniste principal, en fait. Donc on a vraiment cette scène transversale qui est le cœur du truc, mais en même temps, on a la collision qui est en train de se créer avec tous les détails qui montrent la violence et du moteur qui est expulsé. Et ça aussi, je vais y revenir après. La façon dont Geoff Darrow maîtrise le temps, en fait, à travers sa mise en scène. Vous avez, comme ici par exemple, une espèce de cohabitation entre une réelle vitesse d'exécution, puisqu'on voit le nombre de balles qui sont tirées ici, et le nombre d'impacts. Donc on comprend pardon, la vitesse de ce qui est en train de se passer, et en même temps, la façon dont il décompose ici l'explosion du moteur donne l'impression qu'on la verrait au ralenti, en fait. Et ça, c'est un truc, je vais y revenir après, notamment dans les scènes d'affrontement, que je trouve aussi être une énorme qualité du travail de Geoff Darrow, un peu trop sous-estimé à mon avis, mais qui demande une technicité de dingue. Donc là, en fait, vous avez tout cet univers-là, mais aussi on a, à travers tous ces cadavres, à travers tous ces personnages tués, celui-là qui est en train de se faire rouler dessus, celui-là qui a été abattu en roue, on a des histoires, en fait. On peut se poser la question de ce qui s'est passé, de quelle est la façon dont les personnages ont été tués par le personnage principal. Ce décor aussi est suffisamment crédible pour qu'on puisse se projeter et s'interroger sur son rôle, en fait, et sur l'histoire, en fait, de ce lieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment. Mais justement, dans Hardboiled, ce qui est assez intéressant, c'est que les doubles pages que je vous ai montrées avant, elle est vraiment significative de ce que l'on a en tête quand on pense à Geoff Darrow. Et en même temps, j'avais presque un peu oublié qu'effectivement, dans Hardboiled, on est sur des pages des fois beaucoup moins chargées, comme je disais, avec une ligne un peu plus claire, que ce soit ici au niveau des textures, etc., voire même une répétition, un zoom des plans qui est vraiment pas commun, mais qui, à mon avis, peut-être avait été fait pour une question de temps, parce qu'on, je pense, vu l'épaisseur du trait, on a l'impression que, effectivement, ça a été retravaillé un petit peu avec le même angle. Euh, mais en fait, on a effectivement pas la même somme de détails, même si la ville ici est un peu plus dense. L'immeuble n'est pas du tout texturé de la même façon. Mais maintenant, il y a quand même un design extraordinaire. Vous voyez ce design qui fait vraiment penser à, à l'automobile, à toutes les lignes de design des voitures, je crois, des années 50, je dirais, 50, 60. Et les voitures américaines un petit peu qui avaient ce type de forme à l'avant, etc. Voilà, je trouve ça assez fascinant de reprendre ce design un peu rétro, de le mélanger un peu avec une architecture qui fait un peu justement art déco, dans une ville futuriste aussi. Voilà, c'est cette maîtrise-là, mais on voit clairement que cette page paraît beaucoup moins euh, détaillée que ce que l'on a pu voir précédemment. Et dans cette œuvre d'Hardboiled, on a cette cohabitation-là un peu entre ces deux niveaux. Là, on retrouve le Geoff Darrow, encore une fois, auquel on est un petit peu plus habitué et qui déjà faisait en 90 des prouesses en termes de représentation de la technologie. On a ici ce qui va être, je pense, ce qui aura tapé dans l'œil des Wachowski pour le design de Matrix, et on va le voir après dans le bouquin Matrix, qui est en fait cette description de la technologie. Euh, non pas une technologie futuriste, lisse, non pas une technologie à l'inverse, j'allais dire, très cyberpunk comics, en fait, où vous allez avoir effectivement des détails dans les circuits et tout, mais qui restent quand même assez stylisés. En fait, chez Geoff Darrow, on a l'impression que toute la technologie a été montée à la main, par petits bouts, en fait. Le détail ici des bras mécaniques, les bras mécaniques sont extrêmement complexes, sont formés de tas de morceaux complètement différents, qui semblent avoir été assemblés réellement par des humains. Les designs, en fait, font extrêmement fonctionnel chez Geoff Darrow. Et ça, c'est un truc, je pense, qui, encore une fois, a dû marquer les Wachowski, c'est que la technologie qui est représentée par Geoff Darrow et qui est pensée par Geoff Darrow euh, paraît extrêmement crédible, en fait. Ça pourrait être des designs de machines que l'on va fabriquer juste après. Je ne sais pas exactement d'où lui vient ce talent absolu pour penser ces mécaniques-là, mais en fait, tout paraît être sortir de bureaux d'ingénieurs qui ont designé des appareils qui vont fonctionner. Et en plus, ce qui est assez fascinant, c'est que on retrouve à la fois un style, c'est-à-dire on va retrouver effectivement des effets
comme je disais, de décomposition. Il y a quelque chose de très insectoïde dans les designs de Geoff Darrow. En fait, je trouve que ces mécaniques sont conçues un peu comme des corps d'insectes qui sont assemblés de plein de petits morceaux, en fait, et qui vont former quelque chose de très, avec des lignes un peu globales, un peu organiques, en fait, qui paraissent très vivants. Là, on le voit aussi, cette espèce de machine, on a l'impression que c'est un insecte qui est en train de se poser sur tout le monde et tout, et qui grouille de pattes, etc. Et en même temps, les articulations, là, on voit les appareillages et tout qui sont utilisés, font extrêmement crédibles. Et en fait, à l'inverse, voilà, je parlais d'une autre page de cette cohabitation. En fait, là, on voit que ce soit dans le design du visage, dans le décor de la ville, ici des personnages et tout, on n'est pas au même niveau de détail. On est déjà à un bon niveau de détail, clairement, et tout est vraiment extrêmement bien dessiné, mais on n'est pas du tout dans le même niveau. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, dans Hardboiled qui est pas gênant, loin de là, bien sûr, mais que j'avais oublié, en fait. Et c'est à la relecture et en comparant avec Shaolin Cowboy que je me suis dit, en fait, il y a vraiment cette différence-là. Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est parce que justement cet approfondissement et cette maîtrise des détails bah, s'est faite au fur et à mesure des années, même si déjà ici elle était à un niveau assez exceptionnel. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et je préfère le mentionner parce qu'effectivement, des gens qui approcheraient Hardboiled en imaginant trouver le même niveau permanent de détails que dans Shaolin Cowboy pourront être un petit peu déçus, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement qualitatif comme bande dessinée. Là, encore une fois, une petite cohabitation entre ce niveau de détails différents. Autre chose qu'on peut saluer dans les talents de Geoff Darrow, le talent multiple de Geoff Darrow, c'est son sens du design. Je parlais des mécaniques, mais pour les véhicules, c'est assez extraordinaire. Hardboiled regorge de bagnoles au design euh, d'influences multiples. Ça peut être aussi bien effectivement des vieilles voitures américaines, ça peut être des véhicules militaires, ça peut être des véhicules futuristes. On retrouve des influences effectivement de la science-fiction japonaise, etc. et tout. Voilà, des designs comme ici et tout. C'est aussi quelque chose d'extrêmement fascinant. Et encore une fois, au-delà du délire visuel, euh, pose complètement cet univers. C'est-à-dire que souvent les univers de Geoff Darrow sont des melting pots délirants d'influences. Influences occidentales, orientales, des époques aussi différentes. Euh, les personnages sont souvent accessoirisés, et on va le voir dans Shaolin Cowboy notamment, c'est poussé à l'extrême, et moi j'adore. Ils sont accessoirisés de plein de choses, qui vont de porte-clés kawaii à des armes d'époques différentes, des vêtements différents. Et en fait, cette grosse richesse fait que les univers que dépeint Geoff Darrow, ont une espèce de qualité, une identité vraiment singulière par rapport à plein d'autres univers. Ici, le cyberpunk ou la science-fiction qu'on voit dans Hardboiled, c'est pas Blade Runner en fait. On peut y retrouver des points communs, mais c'est pas Blade Runner. On peut penser à Gunham, on peut penser à du Ghost in the Shell et tout, et pourtant tout semble parfaitement synthétisé dans un univers beaucoup plus riche. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant chez Geoff Darrow, c'est que en faisant ça, en mêlant toutes ces influences, en faisant que dans ces univers, autant de choses complètement différentes, on le voit ici, notamment parce qu'il est un autre truc où il est très très fort, c'est intégrer des objets du quotidien, de la canette, de la bouffe, voilà, tout un tas de choses que l'on croise tous les jours avec des degrés de précision dingue, mais surtout qui donne l'impression que, qui reflète souvent, et on le voit dans d'autres, on va le voir dans Shaolin Cowboy aussi, mais euh, qui reflète un peu l'excès de consumérisme délirant des univers dans lesquels enfin des univers qu'il nous présente. En fait, cette richesse-là fait que non seulement l'univers est extrêmement crédible, parce qu'il ressemble justement au nôtre, qui avec ses supermarchés délirants, remplis de produits, ses intérieurs, ses maisons, ses rues dans lesquelles on va trouver des tas de déchets, etc. et tout. C'est vraiment l'univers qui nous présente. Et en même temps, comme ils sont d'influences très diverses, ça donne l'impression finalement que les univers qui sont dépeints sont une espèce de quintessence de l'humanité. C'est-à-dire, on a beau l'impression d'être aux États-Unis ou dans Shaolin Cowboy, dans des villes qu'on a du mal à situer entre l'Asie et l'Ouest américain. En fait, on est arrivé à un tel degré de melting pot des cultures, des civilisations, des influences, des époques, que finalement, il y a une représentation de la quintessence de l'humanité et voire même une représentation de tout ce qu'est l'humanité en même temps, en fait, et tout ce qu'elle a été, ou tout ce qu'elle pourra être.
Et ça, je trouve que quand on prend le temps de regarder un petit peu tous ces designs-là, c'est un aspect extrêmement fascinant et qui fait que visuellement, ce que propose Daro, au-delà justement, encore une fois, du fait de pouvoir dépeindre tous ces détails, ça nous livre en fait une image, je cache un petit peu ici, hop, une image aussi de l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus extrême, de plus complexe, de plus exagéré aussi. Donc voilà, ça c'est assez fascinant. Un autre exemple aussi de découpage, mais c'est pas le plus flagrant, j'y reviendrai après. Sur la façon dont le découpage change, on a eu des pages, enfin des cases en une page, on a eu des doubles splash pages. Là, on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus dense, mais c'était surtout pour vous montrer aussi, encore une fois, ce jeu sur la temporalité dans cette scène d'action. Parce que là encore, Geoff Darrow, c'est pour moi un des maîtres absolus dans les scènes d'action. Euh, et il y en a beaucoup d'autres hein, que j'aime beaucoup, mais évidemment, mais il a quelque chose de totalement unique dans la façon de représenter la scène d'action parce que justement, au-delà de la représentation des détails, encore une fois, hein, des violences, etc., il y a quelque chose qui est ce travail sur les angles et la temporalité qui est assez extraordinaire. Ici, par exemple, on a le héros qui est attaqué par cette vieille femme. On découvrira un petit peu plus la nature. Donc on est dans une poursuite en bagnole. On a, il demande son arme à la petite Christie et il y a ce gag visuel où en fait on voit qu'elle a démonté l'arme, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez urgent dans cette course. On a ce choc ici qui n'est pas du tout mis en avant comme étant comme on pourrait le faire dans une splash page, mais qui semble presque un petit peu anodin, on va dire. Et après, on va voilà, commencer à jouer ici avec la temporalité, avec ce personnage qui remonte lentement, cet impact qui en fait est capté comme si on avait un ralenti ou un freeze frame qui se faisait à ce moment-là. Et puis cette traversée ici du bus, qui est un truc maintenant qu'on a vu plein de fois dans les films, hein, en fait, mais qui ne se faisait pas, dans mon souvenir, en tout cas au cinéma, avant les années 90, parce que extrêmement dur à faire. Aujourd'hui, avec le CGI, c'est un petit peu plus simple de faire ce genre de plan. Mais voilà, ce ralenti de personnages qui traversent avec 1000 éclats de verre et qui sont captés juste à ce moment-là et qui est la continuité de ça, on a ici évidemment déjà cette capacité de Geoff Darrow à nous proposer ces accélérés, ces ralentis en permanence. Voilà, je reviens sur les splash pages. Encore une fois, on peut passer un temps fou sur une page comme ça, à regarder tous les détails. Et justement, encore une fois, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'au-delà finalement, de l'arrivée de cette bagnole qui explose tout, qui écrase des gens, qui détruit tout l'environnement, en fait, c'est cet univers de supermarché qui nous est présenté. Avec ces caissiers et caissières remplacés par des robots et qui pourtant ont des formes encore humanoïdes. Et puis cette consommation délirante, parce qu'on parlait j'en parlais tout à l'heure sur le fait que Geoff Darrow représente énormément le consumérisme dans ses plus grands travers. Et là, on le voit avec les gens qui achètent, qui ont des petits caddies, mais qui mettent des produits gigantesques dedans, des énormes carottes, des énormes canettes, et qui en fait semblent finalement acheter sans discernement. Encore une fois, passer du temps à explorer effectivement ces mécaniques-là magnifiques, mais surtout tous ces personnages-là, là, dans leur look, là, ces personnages qui se battent pour une bouteille peut-être, les influences, ce que raconte en fait chacun des personnages avec en fonction de son caddie, de la façon dont il est habillé. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est ce qui, à mon avis, euh, euh, constitue une grande partie de l'aventure des planches de Geoff Darrow. Au-delà du récit en lui-même, qui est intéressant, même si c'est pas la meilleure histoire qu'a écrit Frank Miller, hein, bien sûr, mais au-delà de ça, beaucoup de choses sont racontées dans cet univers-là par l'image, en fait, et ne sont pas racontées par le récit. Et ça, ça fait partie des choses pour moi qui sont essentielles à explorer. Un autre petit point aussi sur Hardboiled, c'est que pour vous montrer aussi, c'est que on a l'impression que Geoff Darrow, bah, en fait, on pourrait avoir l'impression qu'il est presque un petit peu masochiste lui-même dans sa façon d'approcher son art, puisque il ne s'octroie aucune facilité. C'est-à-dire qu'en fait, sur un plan comme ça, on pourrait très légitimement penser que l'artiste va faire le fond et puis le reproduire et juste changer les personnages, ce qui arrive plein de fois dans les comics, en fait. Et ce qui, effectivement, du fait du rythme des comics, s'impose un petit peu pour pouvoir tenir la cadence. C'est pas le cas ici, puisque si vous regardez, en fait, on va retrouver exactement le même décor, mais
avec des changements en fait et des déplacements. C'est-à-dire qu'il va reproduire, on voit ici la bagnole, c'est la même, les moteurs ici, qui est là, on va retrouver le bout de cette roue ici, qui est là, etc. Et en fait, on va voir sur les autres pages au fur et à mesure que c'est exactement le même décor qui va se déplacer latéralement, qu'il va redessiner à chaque fois. On le voit ici, ici, et c'est redessiné, c'est pas photocopié. Donc ça sera et en même temps, il va changer des éléments. On va retrouver cette bouteille-là, mais elle est pas représentée, elle a toujours la chaussure à côté, mais on voit qu'elles n'ont pas les mêmes niveaux de détail. Mais il va les reproduire quand même, etc. Tout en détail, ici. Les personnages évoluent, le décor bouge très légèrement, on retrouve les mêmes éléments. Il ne cède pas à la facilité en faisant un simple photocopie ou un simple copier-coller. Pas du tout, il les redessine derrière. Et ça, moi je trouve ça absolument fascinant parce que, en fait, je serais curieux de savoir ce qui amène l'artiste à se dire qu'il va s'imposer cette discipline, cette contrainte, ce travail gigantesque en fait, de reproduire plusieurs fois la même chose, mais en travaillant juste ce décalage-là. Et on le voit, en fait, encore une fois, ça raconte quelque chose de glauque, puisqu'on voit un cadavre qui ressemble à un cadavre d'enfant dans un frigo. On a ce plutôt éclaté avec voilà, des imageries, voilà, encore une fois, qui racontent quelque chose sur un bébé un peu zombie, avec une guitare assez rock, etc. Donc il y a cette cohabitation de l'image de l'enfance avec des trucs complètement punk. Euh, ce vieux tourne-disque qui est sur cette chaîne un peu plus high-tech. Et voilà. Et ces objets-là, quand on les regarde, encore une fois, ça nous parle de cet univers-là. Et puis des trucs délirants comme ce pistolet à colle, etc. Donc voilà, moi je trouve ça extraordinaire, à la fois en termes de staccanovisme de l'artiste qui s'impose de cette discipline et ce travail-là, et de l'autre, en même temps, de ce que ça nous dit sur cet univers. Et enfin, je vais finir sur Hardboiled avec ces double splash. Je vais essayer de zoomer un petit peu, hop. Parce que là, ça vaut quand même le coup d'aller un petit peu hop, dans les détails. Voilà, ces double splash, encore une fois, qui donnent le tournis. On n'est pas loin du syndrome de Stendhal, tellement que elle nécessite de s'arrêter, de se poser, de regarder vraiment tout ce qui s'y passe, tous ces corps jonchés, tous ces véhicules au design incroyable. Il y a plein de choses à voir, plein de choses qui méritent qu'on s'y attarde. On peut voir effectivement comment tel personnage a été impacté ici, comment ceux-là sont en train encore de courir en flammes, comment effectivement on a ces véhicules qui continuent de progresser et qui continuent de tirer. Euh, c'est un travail que moi, je trouve, encore une fois, assez hallucinant, mais qui n'est pas, à aucun moment, ne donne l'impression qu'il est gratuit, que c'est de l'esbrouf, etc. Là, on est dans quelque chose qui est nous faire ressentir de manière totalement viscérale la, la, la puissance de cette scène. Je me souviens que lorsque Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma, on s'extasiait devant le fait de voir ces armées d'orques ou ces armées de guerriers qui s'entrechoquaient, etc. Euh, Effectivement, c'était une sacrée prouesse technique qu'on avait pu réaliser avant dans d'autres films avec des vrais figurants, etc. Là, on est dans le même type de sensation. Il y a quelque chose de totalement épique dans les comics de Geoff Darrow, où en fait il est capable de donner, comme rarement des artistes arrivent à le faire sur des simples planches de dessin, une sensation de gigantisme de tous les niveaux, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois, on peut être dans du gigantisme dans des personnages, dans des décors et tout, et dans du gigantisme qui est qu'on est dans des villes grouillantes, on est dans des scènes grouillantes. Donc en fait, on est l'œil ne sait pas par où commencer, et c'est justement ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il nous invite en tant que lecteur à ne pas juste tourner les pages pour essayer de suivre un récit, il nous invite à nous arrêter et prendre le temps de regarder, prendre le temps de s'interroger sur ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est aussi pour moi une des grandes qualités d'un artiste, c'est-à-dire que par ces détails, il oblige le lecteur à se poser et à se poser des questions et à regarder et à interpréter l'art en fait qu'il lui présente, et pas juste à illustrer un scénario
que le lecteur suit et en ayant des informations qui lui sont données rapidement par l'image. C'est vraiment pour moi, vraiment, c'est là où se situe, encore une fois, une des forces cachées du travail de Geoff Darrow. C'est cette interrogation systématique qui nous impose, en tant que lecteur, à nous dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Je regarde, c'est quoi l'histoire de cette scène, etc. C'est quoi l'histoire de cet univers. Moi, je trouve ça passionnant et c'est vraiment la force du comics que par rapport à d'autres médias de la bande dessinée en règle générale, hein, mais c'est vrai que là, c'est du comics. Par rapport au cinéma où il faudrait mettre pause, mais le but du cinéma, c'est de vous amener dans un flow. Là, dans le comics, vous pouvez vous arrêter et prendre le temps d'explorer cet univers graphique qui vous est proposé. Et voilà, et on voit déjà ici des choses que vous reconnaîtrez de Matrix, ces fameux poteaux éclatés et qui vont être une des marques de fabrique aussi visuelles dans Matrix. Donc voilà, Hardboiled, une œuvre en tout cas, je dirais essentielle si on s'intéresse au travail de Geoff Darrow, parce que vraiment, on a déjà beaucoup de choses. Une petite précision, ouais, quand même, je voulais remontrer par rapport à ça, la page, l'édition colorisée américaine, hop, a absolument rien à voir. Je ne sais pas si à l'image, ça va être, je vais le rendre assez clair, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu, hop. Voilà. Donc la mise au point se fasse. Absolument rien à voir. Alors, ça a son charme, on va pas se mentir, même si par certains aspects ça fait très comics des années 90. Donc que ce soit dans le travail sur les reflets ici, mais clairement, voilà, il y a eu un effort quand même du coloriste, on est d'accord, pour essayer de représenter chacun des personnages. Tout le monde a des jeans bleus, comme là tout le monde a des pantalons marrons, tout le monde a des chemises plus ou moins, on est dans des teintes un peu bleutées. Ce qui est intéressant par exemple, c'est que par exemple ce personnage ici, on voit pas très bien, est beaucoup plus mis en valeur par les fumées jaunes, etc., qu'il ne l'est ici par exemple. Donc c'est un vrai questionnement pour moi. Mais je pense qu'effectivement, cette édition-là, en termes de couleur, et peut-être si elle a été entièrement refaite, c'est que c'était sans doute au souhait de l'artiste, en fait. Mais voilà, on est vraiment dans des ambiances. Je vais essayer de trouver une autre page, typiquement, voilà, ces pages-là aussi, très très différentes en termes de couleurs, et tellement différentes qu'il y a carrément des changements stylistiques assez importants, en fait, dans les designs des personnages. Vous voyez, par exemple, vous avez vu cette page. C'est bien net. Voilà. On est dans une ambiance complètement différente, totalement bleutée. Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs pour les robots, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs pour le personnage ici, le décor pareil. Donc c'est vrai que moi j'ai une préférence pour cette couleur-là, mais en même temps, ce que je trouve, clairement, je trouve que voilà, cette colorisation-là rend beaucoup plus justice au dessin et au niveau de détail du dessin et au réalisme qui va avec, parce que là, on n'est clairement pas dans des couleurs réalistes par rapport à ici. Donc c'est vrai que cette colorisation, pour moi, soutient davantage et appuie davantage le design de, de Geoff Darrow. Mais si je dois trouver du charme à ça, c'est le côté presque, j'allais dire un peu punk en fait. Dans les couleurs, j'essaie de vous trouver d'autres pages qu'on a vues qui sont, voilà, par exemple la course poursuite et tout. On est sur des couleurs très marquées, avec parfois du gros jaune, parfois du gros bleu, parfois du gros rouge. C'est très, c'est de retrouver alors avec ce qui pouvait faire râler à l'époque, hein, clairement, des effets comme ça de lumière qui font aujourd'hui extrêmement artificiels par rapport à ce que l'on fait en colorisation par ordinateur. Mais voilà, je reprends la scène pardon, du supermarché. Rien à voir en termes de couleurs sur les produits, etc. Là, on est dans une ambiance. Et souvent, en fait, c'est le choix de la colorisation dans la version américaine comme ça. C'est plutôt un choix d'ambiance avec des teintes ou de la cohabitation entre deux teintes. Et finalement, quelque chose de plus basé sur l'ambiance que sur la représentation réaliste de tout, en fait, de tout ce qui est représenté. Donc voilà, donc je vous recommande quand même cette version-là, sauf si vous voulez
Et je sais même pas si ça se trouve encore cette édition-là. Et juste pour finir, parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Et bon, vous avez l'habitude maintenant avec mes vidéos. Euh, Matrix, donc ce Art of Matrix que j'ai convoité pendant des années et que j'ai réussi à trouver un jour, enfin. J'y reviendrai un jour parce que je vous parlerai de Steve Scroce et effectivement, un des trucs qui me passionnait à l'époque, c'est les storyboards de Steve Scroce sur Matrix, sur des scènes clés, comme là ici l'entraînement de Neo avec Morpheus. Euh, Très intéressant et qui en plus, Steve Scroce sortait de... Enfin, je l'avais découvert à l'époque dans Spider-Man. Et là, on retrouve vraiment plein de caractéristiques de Steve Scroce. Mais j'y reviendrai une autre fois, parce que si je me lance là-dedans, c'est pas terminé. Geoff Darrow a fait quelques storyboards, notamment cet affrontement mythique entre Neo et l'agent Smith, avec cette fameuse scène du bullet time et de l'affrontement où il se tire dessus à bout portant et en apesanteur. Donc là, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit que c'est pas du tout la même façon de reproduire la vitesse que le fait Steve Scroce. Et en même temps, ça reste quand même très très efficace. Mais surtout, et là, peut-être falloir que je dézoome encore un petit peu en arrière pour vous montrer. Voilà. Et là, vraiment, ce qui est très 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 impressionnant, ça scintille un peu, désolé, mais hop, on va remettre un peu. Voilà. C'est les designs qu'a fait Geoff Darrow. Ça ne tiendra même pas. Je vais essayer de rezoomer encore un petit peu, mais voilà, Geoff Darrow pour les décors en fait. Alors je vais zoomer un peu. Hop. Voilà, c'est vraiment vraiment fascinant, je trouve. Ça va pas bien rendre à l'image, hein, désolé, mais vous avez quand même une petite idée. Euh, Ça, c'est le pont du Nabucodonosor, donc le vaisseau principal où on voit ici l'espèce d'écran et siège sur lequel Neo, Morpheus, Trinity se connectent en fait à la matrice. Donc voilà, on avait juste avant la page où on avait Neo à l'infirmerie, je vais essayer de le montrer ici. Voilà, au moment où il a été, attention spoiler, sorti de la matrice et que il y a toutes ces aiguilles ils sont plantées pour raviver son corps. Donc voilà, c'est ce niveau de détail qu'on va retrouver ici, encore une fois, avec, voilà, hop, avec effectivement cette chaise de connexion, en fait, hein, avec derrière tous les plugs qui sont mis dans la tête, tous les câbles qui pendent. Et comme je vous disais, voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement fonctionnel qu'on va retrouver ici avec le fameux arbre, avec les fœtus qui sont dans l'univers enfin dans les zones que cultivent où les humains sont cultivés justement. Donc voilà, c'est rempli de détails comme ça. Encore une fois, c'est extrêmement fascinant de regarder. Il y a beaucoup de doubles pages comme ça, dans lesquelles on peut voir vraiment les détails. Je vais venir ici un peu. Ça, c'est le pod dont émerge Neo à un moment donné. Et puis, ce truc-là qui est aussi complètement délirant, où en fait, on voit tous les pods qui sont branchés à cette immense machine. Alors dans le film, on le voit de loin, on le voit pas dans ce niveau de détail, mais c'est quand même hallucinant de se dire que il est allé à ce niveau de détail dans le dessin, même si effectivement on n'en a qu'une impression de loin, un petit peu dans le film, en fait. Mais voilà, encore une fois, on voit à quel point c'est extrêmement bien rendu. Il y a le design de ces machines qui collectent aussi les directement les fœtus, je crois, en fait, les fœtus harvester, justement, qu'on en voit à plusieurs reprises dans le film. Là, encore une fois, je vous parlais de design insectoïde. Et puis, il y a quelques designs comme ce battle suit ici, qui fait très manga par certains côtés, mais qui, à ma connaissance, n'est pas dans le film. Et même les armures de combat qui sont utilisées dans le dernier, en fait, ce ne sont pas celles-ci, en fait. Donc voilà, je pense que c'était plutôt un concept qu'il avait déjà posé pour justement un petit peu plus tard des affrontements entre les humains et les machines. Donc voilà, c'est un artbook que moi je trouvais vraiment fascinant à plein d'aspects. Donc voilà, je vais finir pour ça. Mais évidemment, il y a un autre titre que j'ai pas mentionné, hein, qui est Big Guy et Rusty the Boy Robot, ouais, c'est ça.
Je n'ai plus retrouvé ma version anglaise qui doit être quelque part dans le garage, mais de toute façon, ça fait partie des titres que je vais racheter, en VF parce que, voilà, mes éditions sont un peu anciennes, et puis, comme les Shaolin Cowboy, les éditions françaises sont vraiment tellement bonnes, et dans des formats tellement intéressants que je trouve que ça vaut vraiment le coup de les racheter. Donc voilà pour cette première partie sur Geoff Darrow, déjà 40 minutes. On se retrouve, tout de suite, ou en tout cas pas tout de suite parce que je vais faire moi la vidéo tout de suite, mais je vais sans doute la poster un petit peu plus tard, pour une deuxième partie, consacrée, plus spécifiquement à Shaolin Cowboy, de Geoff Darrow, et on va continuer à voir tout ce qui est extraordinaire dans le travail de cet artiste. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour, vos petits commentaires, vos partages et vos likes. La chaîne continue, bon gré mal gré en fonction du temps qui me reste, mais j'essaie de m'astreindre au moins à faire une vidéo par semaine pour, continuer à vous parler de tout ça, parce que, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes dont j'aimerais parler, et je suis un petit peu frustré de ne pas avoir le temps de vous produire plus de vidéos que ça. Mais bon, on fait déjà au mieux, et puis, donc rendez-vous pour cette, deuxième partie sur Geoff Darrow, dans quelques temps. À bientôt, ciao.